Bonjour et bienvenue à tous. Je vous rappelle qu'après ce cours, j'aurai le plaisir d'accueillir au séminaire Adam Carter de l'Université d'Édimbourg, qui viendra approfondir notre réflexion en émettant certains doutes sur la lecture intellectualiste de la connaissance pratique, à partir non pas d'arguments linguistiques, mais en proposant de nouvelles analyses qu'il empruntera tant aux sciences cognitives qu'à une certaine conception fort importante et à laquelle il a lui-même beaucoup contribué, une conception fort importante aujourd'hui de la connaissance, mais dont nous verrons nous-mêmes qu'elle a des incidences majeures sur, je crois, la manière dont il convient d'aborder la connaissance, plus spécifiquement pratique. L'une des questions sur lesquelles je reviendrai aujourd'hui, même si je n'aurai pas le temps de l'approfondir suffisamment cette année, entre autres étant celle de la pertinence ou non qu'il y a à maintenir une frontière aussi tranchée entre ce que nous avons l'habitude d'appeler la connaissance théorique d'un côté et la connaissance pratique de l'autre. Je voudrais donc pour cette dernière séance avancer quelques réflexions et conclusions sur l'enquête que j'ai choisi de mener cette année à propos de la nature de la connaissance pratique. Inutile de dire que, ce faisant, je n'ai pas la prétention d'avoir fait le tour de cette immense question sur laquelle j'aurai sûrement l'occasion encore de revenir ici, mais j'ai délibérément choisi, vous vous en êtes aperçu, de limiter l'examen, dans le cadre nécessairement étroit de cette série de 9 leçons, à certains des aspects les plus brûlants de la discussion, peut-être le terme de bataille rangée conviendrait-il mieux, à laquelle se livrent les philosophes contemporains de la connaissance, en prenant donc, comme ils le font tous, pour point de départ de la réflexion, les analyses séminales de Ryle et en particulier sa lecture anti-intellectualiste de la connaissance pratique ou du savoir-faire, du know-how, qui n'est pas pour rien dans la manière dont nous tendons, peut-être à tort, à centrer justement les discussions autour de cette bataille de chiffonniers qui aurait lieu donc entre les intellectualistes d'un côté, les anti-intellectualistes de l'autre. En réalité, un examen attentif des textes, ainsi qu'il faut toujours procéder en philosophie, nous a permis, du moins je l'espère, de mesurer à quel point nous étions en présence d'une analyse bien plus subtile que ne le laisse parfois penser une certaine présentation des choses par certains de ces critiques, et nous avons été conduits à examiner en détail ensuite la nature cette fois des arguments intellectualistes, invoqués en particulier par Jason Stanley et Tim Williamson, pour contrer la perspective ryléenne. Je voudrais donc, à ce que je considère vraiment comme un stade encore provisoire et nécessairement imparfait de ma réflexion, récapituler un certain nombre des acquis de notre enquête et pour ce faire, premièrement, évaluer les mérites et difficultés propres à l'approche anti-intellectualiste et à l'approche intellectualiste, mettre en deuxième lieu, et à partir de là en lumière, les problèmes qui restent en suspens, en m'appuyant sur certaines nuances que nous avons été amenés à introduire justement dans chacune des positions et que ne permet pas de prendre en compte une présentation peut-être trop dualiste des deux types de connaissances, pratiques et théoriques, et peut-être plus encore une vision insuffisamment élaborée de cette dernière, avant de proposer donc en troisième lieu et pour finir, une fois donc les endoxa rappelés et bien établis, la lecture que je serais tenté pour ma part de proposer. Et en précisant certains des enjeux et quelques pistes aussi à prolonger pour la réflexion à venir, j'essaierai donc de dégager ce que sont à mon sens les caractéristiques saillantes
de la connaissance pratique et peut-être les raisons que nous pouvons avoir de ne pas accorder une importance aussi grande donc aux différences que certains, nous l'avons vu, n'hésitent pas à qualifier même de fossés qu'il y aurait entre la connaissance pratique et la connaissance théorique. Commençons donc par les mérites et les difficultés propres, si vous le voulez bien, à la lecture anti-intellectualiste de la connaissance pratique. Si nous voulons résumer l'apport de l'enquête du point de vue d'une lecture anti-intellectualiste ou railéenne, en l'occurrence de la connaissance pratique, qu'avons-nous pour l'essentiel appris ? Premièrement, mais c'est là, semble-t-il, une idée qui est commune aux deux parties et d'autant plus confortée par les intenses discussions entourant aujourd'hui, à la suite donc des textes centraux de Ryle, l'idée d'un fossé entre deux formes d'intelligence, mais aussi entre deux formes que prendrait la connaissance. Et l'idée ensuite qu'il serait possible de réduire l'une à l'autre, et que ce soit dans un sens ou dans un autre, soit au sens où le pense précisément un philosophe anti-intellectualiste comme Ryle, au sens où toute connaissance, tout savoir propositionnel, knowing that, n'est-ce pas, serait en définitive une connaissance non pas propositionnelle mais pratique, en un mot un savoir-faire, là où d'autres, au premier rang desquels Williamson et Stanley, considèrent à l'inverse que toute connaissance pratique se réduit en réalité, même s'il faut mettre ce terme se réduit entre guillemets, à une connaissance propositionnelle et porte bel et bien sur des faits et non pas sur des dispositions ou des capacités. Ce que nous avons noté en deuxième lieu, ou appris, c'est que ce clivage procédait d'une certaine conception, très ancienne au fond, attribuant une supériorité, mais peut-être après tout contestable, de la connaissance théorique sur la connaissance pratique. Nous avons rappelé à quel point ce modèle de la supériorité de la raison théorique sur la raison pratique importe pour le monde grec, même si la raison, j'y reviendrai, car cela relève justement des nuances de taille que nous devons prendre en compte, la raison peut être pratique là où même elle est d'abord, si vous voulez, pour un grec, une raison théorique, faculté de connaître selon des principes. Et ce aussi, donc, ce clivage, ou cette supériorité supposée de la raison théorique, évidemment en raison d'une dissociation entretenue entre la connaissance et l'action. La raison est par essence théorique, puisque les principes de la raison sont des principes de la connaissance et non de l'action. Toute la philosophie occidentale depuis Platon sera fondée sur une décision initiale qui est celle de tenir la théorie, la connaissance désintéressée, articulée dans le meilleur des cas autour de principes qui de toute façon la régissent, pour la modalité primordiale du rapport de l'homme à l'être. Certes, la pratique n'est pas ignorée, n'est-ce pas, mais elle n'accède à la légitimité que dans la mesure où elle peut être déduite de la théorie. Il y a bien une raison pratique, mais elle n'est que l'application de la raison théorique à la résolution d'un problème soulevé par le désir de réaliser une fin. La raison théorique, nous théoretikos, ne pense rien qui ait rapport à la pratique et n'énonce rien sur ce qu'il faut éviter et poursuivre, dira Aristote lui-même dans le De Anima 3.9, 432 B27. Mais la raison pratique, le nous practicos, ne nous dit pas davantage quelle est la fin que nous devons viser, car celle-ci est posée par le désir. La raison pratique se contente de nous dire comment parvenir à cette fin. Or, on ne peut parvenir à la fin qu'en découvrant les causes qui font advenir cette fin, c'est-à-dire en établissant une connexion théorique entre un événement X, la fin, et un événement Y, le moyen. Ce n'est pas dire pourtant que les Grecs ignorent, je le répète, le bien fondé qu'il peut y avoir à prendre en compte dans la recherche même de la connaissance désintéressée qu'est la poursuite de la vérité, les effets pratiques positifs que celle-ci produit, et c'est un point sur lequel j'aurai l'occasion tout à l'heure de revenir. Bien,
Ceci recoupe, une fois encore, une idée sur laquelle nous avions insisté au début, à savoir la supériorité aussi, dans le monde antique, de la valeur accordée à la connaissance par rapport à la simple opinion droite. Même si, nous l'avons vu, il y a même sur ce point une certaine ambivalence dans le platonisme. Souvenez du texte de Ménon, dans lequel Socrate indique pourquoi il y a moins de valeur dans la simple croyance vraie que dans la connaissance, c'est-à-dire, pour en rester à la définition donnée dans le Théétète, cette opinion ou croyance vraie pourvue de raison, la différence entre la connaissance et la croyance vraie, en un mot, le caractère qui lui confère vraiment de la valeur, étant que la connaissance a une stabilité qui fait défaut à la croyance vraie et qui explique qu'on la perde souvent. D'où, troisième point, troisième résultat, le mérite de Gilbert Ryle en 1945, Knowing How and Knowing That, et au chapitre 2, notamment de son ouvrage de 49, The Concept of Mind, qui n'a eu de cesse de pourfendre ce qu'il appelle la légende intellectualiste, consistant non seulement à opposer les deux formes d'intelligence que sont censées donc requérir la connaissance théorique d'une part, ou connaissance propositionnelle, ce qu'il appelle la knowing that, et la connaissance pratique, ou savoir comment, knowing how, d'autre part, mais aussi à privilégier, selon lui, outrageusement la première, sans voir qu'en réalité, tout savoir est un savoir-faire, et que la connaissance n'est pas d'abord une affaire de vérité, de fait, de proposition, mais une affaire d'aptitude, de capacité, de dispositions intelligentes. Ceci me conduit tout de suite à l'examen donc des avantages de la position anti-intellectualiste telle qu'elle se manifeste à travers la position ryléenne. Premier avantage, si nous récapitulons, bien fondé, on l'a vu, de la critique opérée du mythe du cartésianisme par l'analyse extrêmement précautionneuse des mécanismes à l'œuvre dans la critique de la légende intellectualiste à laquelle se livre Ryle dans les deux textes, ce à partir de l'analyse menée dans le cadre du behaviorisme logique, du comportement logique, n'est-ce pas, des concepts mentaux, et notamment de plusieurs concepts d'intelligence tels qu'ils se présentent lorsque nous caractérisons des activités tant pratiques que théoriques, en employant des termes comme malin, talentueux, doué, astucieux, sage, prudent, habile, compétent, capable, adroit, etc. Nous avons vu que ces mécanismes, c'est en tout cas ce que notre Ryle tente à nous faire opérer une bipartition artificielle entre, d'un côté, l'intelligence, dont les exercices seraient donc ces actes internes, bien étranges, que l'on appelle des actes de pensée, c'est-à-dire des opérations consistant à considérer des propositions, et de l'autre, les activités pratiques qui ne mériteraient le titre d'intelligentes, de malines ou d'astucieuses et autres que parce qu'elles s'accompagneraient de tels actes internes. Fort justement, Ryle montre que si nous avons tendance à procéder ainsi, c'est donc pour une double raison. La première, qu'il rappelle, et qui est héritée des Grecs, due à ce que l'on tend à considérer les opérations intellectuelles comme le centre même de la conduite mentale, et ainsi à définir tous les autres concepts de conduite mentale en termes de concepts de connaissance, à estimer que l'exercice premier de l'esprit consiste à trouver des réponses à des questions et que les autres occupations de l'esprit ne sont que des applications de vérités établies ou même de regrettables distractions de la considération du vrai. On privilégie ainsi, dans les capacités intellectuelles, l'activité théorique dont le but est la connaissance de propositions vraies ou de faits, comme en mathématiques, parce qu'on y voit aussi la supériorité de l'homme sur l'animal, la source de la supériorité de l'homme civilisé. Il s'agira donc pour Ryle, je le cite, de montrer qu'un grand nombre d'activités qui sont des manifestations directes de qualité de l'esprit ne sont pour autant ni des opérations intellectuelles, ni des résultats d'opérations intellectuelles, et que la pratique intelligente n'est pas un sous-produit de l'activité théorisante. Au contraire, l'activité théorisante est une pratique parmi d'autres et peut être, elle aussi, intelligemment ou bêtement menée. Fin de citation. Quant à la deuxième raison
pour laquelle, selon Ryle, nous sommes aux prises avec cette représentation illusoire et qui exige donc que nous corrigions la doctrine intellectualiste qui essaie de définir l'intelligence en termes d'appréhension de vérité plutôt que l'appréhension de vérité en termes d'intelligence, elle est liée au fait que l'on se représente l'activité théorisante, vous vous en souvenez, comme une sorte de monologue intérieur ou de soliloque muet, comme si nous pouvions en quelque sorte voir avec les yeux de l'esprit. La combinaison de ces deux hypothèses, selon lesquelles l'activité théorisante est à la fois l'activité première de l'esprit et une opération intrinsèquement privée, silencieuse ou intérieure, est ainsi le ressort majeur de ce que Ryle appelle le dogme du fantôme dans la machine, c'est-à-dire de cette tendance que nous avons à identifier l'esprit à l'endroit où s'élaborent des pensées secrètes. Nous avons vu que Ryle partageait les mérites incontestables de ces analyses avec d'autres philosophes, en particulier avec Charles Peirce et avec Wittgenstein. S'agissant de la manière de procéder, tous trois nous renseignent sur ce qui se trouve ainsi engagé par une conception, selon eux, correcte de la signification de nos énoncés, laquelle doit d'une manière ou d'une autre être en relation, sinon avec des conditions de vérifiabilité, à tout le moins des conditions d'assertabilité. Pour déterminer la véritable signification d'un concept ou d'une conception que nous pouvons entretenir sur la connaissance ou sur le monde réel, nous devons donc non pas nous en tenir à telle ou telle abstraction, n'est-ce pas, idée, image, concept, représentation, mais chercher en permanence à développer et associer cette conception aux croyances, c'est-à-dire aux habitudes comportementales ou dispositions à agir qu'elle induit, dans le cas de Peirce et de Ryle, à des usages ou des formes de vie, dira plutôt pour sa part Wittgenstein. On ne doit donc pas, vous voyez, focaliser la recherche sur la signification, mais sur l'usage, car un concept, une proposition, n'a de sens déterminé que dans la mesure où on peut l'associer à un certain usage, à une certaine pratique, à une certaine action, à une certaine conduite, ce qui revient à ne pas accorder une importance démesurée dans le phénomène même de compréhension, vous voyez, à la seule intériorisation mentale du sens, et de s'interroger davantage sur la question « qu'est-ce que nous entreprenons encore avec le signe ?» Wittgenstein dira ceci, et nous verrons que par là même, il faut, pour procéder à l'analyse du comportement logique des termes mentaux, proclamer exit l'intuition, exit l'introspection, place au signe et au langage pour comprendre les phénomènes de la pensée. Nous n'avons pas le pouvoir de penser sans signe. La pensée est essentiellement l'activité qui consiste à opérer avec des signes. Nos trois auteurs, vous voyez, s'en prennent donc à cette erreur, à cette légende qui préside à ce qu'on a pu appeler la conception cartésienne du langage, qui donne l'impression que nous pensons d'une certaine manière en dehors de lui, que nous l'utilisons comme un code plus ou moins arbitraire pour extérioriser ce que nous pensons, en oubliant par là même que le langage dans lequel nous communiquons est aussi le langage dans lequel nous pensons. C'est, nous l'avons vu, une telle illusion qui introduit au mythe de l'intériorité, à cette conception mythique du mode de fonctionnement du langage psychologique, qui nous fait nous imaginer qu'une conception intuitive, immédiate, de notre rapport au langage nous inclinerait à concevoir ce rapport comme allant de soi, et donc à annuler le rôle que jouent les signes dans la constitution de la pensée, entretenant ainsi l'illusion qu'une représentation de l'usage linguistique non seulement accompagne l'usage, mais le précède, en d'autres termes qu'il faut, comme le dit Ryle, savoir que, know that, avant de savoir comment, know how. D'où les nombreuses images que l'on trouve dénonçant cette double illusion, celle d'un arrière-plan permanent, ce sont les images du réservoir, de la bobine de fil à dévider, du collier de perles à tirer d'une boîte que vous trouverez chez Wittgenstein,
et celle visant à réduire le savoir à un ensemble de performances actuelles. Quel est alors le remède dont on peut en effet penser qu'il est, chez ces auteurs, fort salutaire? Supprimer la prééminence logique et chronologique de la signification sur l'usage, qui nous fait croire que savoir, comprendre, sont affaires d'états mentaux plutôt que d'aptitude ou de disposition. Veiller pour déterminer la véritable signification d'une conception, d'abord à partir de la lecture que permet l'analyse logique des produits de la pensée, le langage ordinaire ou logique, voire sémiotique selon les auteurs. Ensuite, mettre les termes mentaux en relation avec les comportements réglés, les habitudes ou les dispositions à agir qu'induit la pensée. Mais si comprendre est donc de l'ordre d'une habitude ou d'une disposition, il suffit en quelque sorte, pour s'assurer de son existence, d'en faire le test à tel ou tel moment. Mais aussi longtemps que nous l'avons, cela n'a aucun sens de demander à quel moment nous l'avons. En ce sens, nous ne devons pas céder à l'illusion qui consiste à croire que parce que nous ne pouvons pas distinguer dans notre savoir comment nous savons ce que nous savons, c'est dès lors quelque chose d'immédiat et non pas le résultat d'un apprentissage. Mais en second lieu, cela n'a guère de sens non plus de se demander comment nous savons ce que nous savons, puisque cela revient, une fois encore, à poser une antériorité logique et chronologique de la signification sur l'usage. En troisième lieu, et enfin, il importe de bien voir que dans l'esprit de tous, cela ne signifie pas réduire la pensée que nous observons à travers des termes et des comportements à son expression linguistique ou logique, à des états purement psychologiques ou neurophysiologiques, ni davantage à l'action, à la pratique ou aux usages. Par définition, toute disposition à agir est conditionnelle et générale, et par là même partiellement et irréductiblement indéterminée. Ce qui singularise la position de Peirce, mais aussi jusqu'à un certain point de Wittgenstein, notamment de celle d'autres pragmatistes comme William James ou comme le fade et superficiel John Dewey. Ne jamais oublier, en revanche, l'exhortation kantienne, inséparable en tout cas pour un Peirce, d'un pragmatisme bien compris, à savoir, en permanence, veiller à montrer le lien inséparable qui existe entre connaissance rationnelle et visée rationnelle. Ce qui importe, ce n'est pas l'action, c'est l'action finalisée. Ce n'est pas le comportement, c'est la conduite. Fort de ces analyses, Ryle, donc c'est tout sauf pragmatiste, au sens où le pragmatiste, en tout cas certains qui le comprennent de travers, ce pourquoi Peirce a fini justement par s'en dissocier totalement, consiste à considérer que la pensée, en quelque manière, ne vaut pas une minute de peine, ou la connaissance ne vaut pas une minute de peine, s'il n'est pas possible de la rattacher immédiatement à des pratiques et à des actions, que ces pratiques ou que ces actions aient ou non une visée. C'est quelque chose qui est secondaire, n'est-ce pas ? Bon. Donc, j'insiste beaucoup sur ce point, car c'est en particulier ce qui distingue de manière, j'ai tendance à le penser, de plus en plus irrémédiable, le fondateur du pragmatisme Peirce, des autres. Fort de ces analyses, Ryle va conclure que les philosophes n'ont pas rendu justice à la distinction qui nous est à tous familière entre savoir que quelque chose est le cas et savoir comment faire les choses. Dans leur théorie de la connaissance, ils se concentrent sur la découverte de vérité ou de faits, et soit ils ignorent la découverte des manières et méthodes de faire des choses, soit ils essaient de la réduire à la découverte de faits. Ils présupposent donc que l'intelligence se confond, dira il, avec la contemplation de propositions et s'épuise dans cette contemplation. Ils ont tort.
Il va donc démontrer deux choses. Premièrement, qu'il est impossible de définir le savoir-faire comme un savoir propositionnel. Deuxièmement, que le savoir-faire est un concept logiquement antérieur au concept de savoir propositionnel. Il va montrer, sur la base d'exemples nourris, vous vous souvenez notamment du clown, du joueur d'échecs, qu'il faut de l'intelligence non seulement pour découvrir des règles, des maximes ou des vérités, mais aussi et peut-être surtout pour les appliquer. Et savoir appliquer les vérités ne saurait, sans enclencher un processus infini, se réduire à la connaissance de quelques vérités ponts supplémentaires. Un homme peut être aussi bien informé qu'on voudra et continuer à se comporter comme un imbécile. C'est le cas aussi, vous vous en souvenez, de l'élève qui ne réussit pas à suivre un argument. Il comprend les prémices, il comprend la conclusion, mais il ne réussit pas à voir que la conclusion découle des prémices. Le professeur a beau lui donner des clés supplémentaires, en l'occurrence d'autres propositions, comme la conclusion est vraie si les prémices sont vraies, ou encore si les prémices sont vraies, la conclusion l'est aussi, rien à faire, l'élève ne parvient toujours pas à voir, et ainsi de suite, à l'infini. Bref, dans ce cas encore, on voit que même si on accepte les règles en théorie, cela ne force aucunement à les appliquer en pratique. En l'occurrence, l'élève ici considère les raisons, mais il ne parvient pas à raisonner. C'est ce qui se passe encore, vous vous en souvenez, dans le fameux paradoxe de Lewis Carroll, ce que la tortue a dit à Achille, que personne n'a réussi à résoudre et qui conduit à une régression à l'infini. Qu'est-ce qui est donc allé de travers? Simplement ceci, que l'on a présupposé que savoir raisonner est analysable dans la connaissance ou la supposition de proposition. Mais connaître une telle règle, ce n'est pas connaître un fait ou une vérité de plus. C'est savoir comment passer de la reconnaissance de certains faits à la reconnaissance d'autres faits. Bref, connaître une règle d'inférence, ce n'est pas posséder un peu d'informations en plus, c'est être capable d'effectuer une opération intelligente. En résumé, connaître une règle, c'est savoir faire. Knowing a rule is knowing how. C'est pourquoi, poursuit Ryle, le raisonneur demeuré n'est pas ignorant. Il est inefficace. Un imbécile peut avoir tout le savoir du monde sans avoir le savoir-faire. Et une personne sensée ou astucieuse peut avoir le savoir-faire sans avoir jamais été introduite à ses supposés faits. Autrement dit, il subsiste toujours le même gouffre, aussi abyssal, entre avoir la connaissance supposée de ces faits et savoir s'en servir ou l'appliquer, entre reconnaître des principes en pensée et les appliquer intelligemment dans l'action. Mais outre ces éminents mérites, dénoncer les illusions sur la signification, le fonctionnement du langage, la maîtrise de règles, l'analyse anti-intellectualiste de Ryle a un autre mérite qui est, vous en souvenez, celui de proposer une analyse positive cette fois de ce en quoi consiste la connaissance pratique. Ce savoir-faire, en l'occurrence, il s'agit d'un savoir qui s'exerce ou s'actualise, et ce, dans des performances qui se conforment à la règle et non dans des citations théoriques de celle-ci. Lorsqu'une personne, par exemple, sait faire des choses d'une certaine sorte, faire de bonnes plaisanteries, mener des batailles, se comporter comme il faut à des obsèques, sa connaissance, dira-t-il, s'actualise ou s'exerce dans ce qu'elle fait. Elle ne s'exerce pas, sinon per accidens, dans le fait d'avancer des propositions ou de dire oui à celles qui sont avancées par d'autres. En d'autres termes, son intelligence se manifeste dans des actes, deeds, non dans des préceptes internes ou externes. C'est une erreur désastreuse mais populaire de supposer que l'intelligence n'opère que dans la production et la manipulation de propositions. En un mot, que c'est seulement en ratiocinant que nous sommes rationnels. Autre mérite encore, souvent passé un peu inaperçu, le non-réductionnisme de l'anti-intellectualisme propre à Ryle. Vous vous souvenez, j'y avais longuement insisté, notamment lorsque nous avons aussi approfondi la lecture faite par Huygens de l'aristotélisme de Ryle, en particulier au cours du premier séminaire. Lorsque quelqu'un sait faire des choses d'une certaine sorte, écrit Ryle, par exemple cuire des omelettes, dessiner des robes ou persuader des jurys,
Sa performance est en quelque sorte régie par des principes, règles, canons, standards ou critères. Mais il est toujours possible, ajoute-t-il, en principe, sinon en pratique, d'expliquer pourquoi il tente à réussir, c'est-à-dire d'énoncer les raisons de ses actions. Bref, vous voyez, les deux choses, la présence de règles et donc la possibilité d'énoncer les raisons de l'action et leur exécution ne sont pas dans son esprit exclusives l'une de l'autre. En vérité, elles sont tout un. Mais dire cela ne revient pas à réduire les raisons à leur simple exécution, mais il n'est aucunement besoin, même si c'est possible, que il n'est aucunement besoin, même si c'est possible, que l'observance de ces raisons ou règles soit publicisée, dans une performance supplémentaire qui consisterait à reconnaître le mérite interne ou externe de ces règles ou principes. L'individu doit travailler avec discernement, avec phronésis, n'est-ce pas ? Il peut aussi avancer des jugements, car avancer des jugements n'est qu'une autre activité spécifique qui peut elle-même être accomplie avec discernement ou non. Juger ou penser de façon propositionnelle, c'est une manière, mais une manière seulement de faire preuve de discernement ou de trahir de l'idiotie. Elle comporte ses propres règles, principes et critères, mais ici encore, l'application intelligente de ces derniers, c'est ça qu'il faut bien voir, ne requiert pas au préalable, en quelque sorte, une autre couche de jugement sur la manière de penser correctement. C'est ce que Ryle exprime de façon imagée en disant que la reconnaissance propositionnelle de règles, de raisons et de principes n'est pas le parent de leur application intelligente. C'est un beau-fils, un gendre ou un parent pauvre, en quelque sorte, de cette application. À certains égards, l'observation de règles et l'usage de critères ressemblent donc à ce que nous faisons avec nos lunettes. Nous regardons à travers elles, nous ne les regardons pas. Et tout comme quelqu'un qui regarde beaucoup ses lunettes trahit le fait qu'il a du mal à regarder à travers elles, de même, les gens qui font beaucoup appel à des principes, dit Ryle, montrent qu'ils ne savent pas comment agir. Point n'est donc besoin de raison, comme si, au fond, nous devions nous adresser en permanence à un prêche, un sermon, avant de pratiquer. Nous ne devons pas assimiler le comportement rationnel au comportement prémédité ou raisonné, c'est-à-dire au comportement dont se persuaderait intérieurement l'agent, par des arguments, de faire ce qu'il fait. D'où aussi les impasses, incidemment, du syllogisme pratique, en dépit de l'admiration que porte par ailleurs Ryle, comme je l'ai dit, à Aristote. Les intellectualistes ont essayé d'expliquer, par exemple, le flair pratique en invoquant un processus intellectuel qui, malheureusement, pour leur théorie, exige à nouveau du flair. Au chapitre des mérites encore, je crois, Ryle rend clair que l'on peut savoir sans savoir-faire, connaître toutes les recettes de cuisine et être un piètre cuisinier, et qu'il peut y avoir aussi savoir-faire sans savoir, qu'on peut être un bon cuisinier sans rien connaître au livre de cuisine. Et qu'en vérité, nous ne pourrions examiner des principes de méthode en théorie, à moins que nous ou d'autres ne les appliquions en fait déjà intelligemment en pratique. Reconnaître les maximes d'une pratique présuppose de savoir l'effectuer. Les règles, comme les oiseaux, doivent vivre avant de pouvoir être gavés. Mérite encore de l'analyse qui tient cette fois à une observation importante de Ryle à propos du mode sur lequel se déclinent en fait les règles. Ce n'est pas celui de l'indicatif, mais de l'impératif. Autrement dit, les règles, dans son esprit, ressemblent plutôt à des prescriptions. C'est là un pavé de plus dans la mare de l'intellectualiste, évidemment, qui pense que le savoir suppose la reconnaissance de faits ou de vérités, car nous ne pouvons donner à un impératif le nom de vérité ou de fausseté. La loi morale refuse de se comporter comme un fait. On ne peut pas affirmer ou nier les recettes de Mrs. Beaton, cuisinière experte. Mais vous le voyez aussi,
Si cette analyse est juste, alors ce qu'elle montre de façon précise, ce n'est pas tant que Ryle conteste absolument l'idée même de savoir propositionnel, ni qu'il réduise complètement ce dernier à un savoir-faire, c'est plutôt qu'il lui réserve en quelque sorte un certain usage qui n'est pas l'usage prioritaire qu'on lui réserve depuis l'Antiquité, mais plutôt celui d'auxiliaire, en quelque sorte pédagogique, de la pensée en train d'apprendre. Les règles fonctionnent parce qu'elles sont disciplinaires, parce qu'elles sont dans l'idiome du mentor, d'où leur utilité pédagogique. Ce sont, dit-il, des rampes pour les bambins, banisters for toddlers, c'est-à-dire qu'elles relèvent de la méthodologie et non des méthodes des pratiques intelligentes. Elles sont donc utiles pédagogiquement, par exemple dans des leçons qui s'adressent à ceux qui sont encore en train d'apprendre à agir. Elles relèvent de manuels pour débutants. Cela permet au passage, n'est-ce pas, de tirer aussi pour nous certaines leçons sur la nature des règles et des prescriptions que, s'agissant de l'éthique encore, on suit moins qu'elles ne sont déjà inscrites dans notre pratique. Savoir se conduire, c'est au fond le montrer par un comportement correct, tout comme savoir cuisiner, c'est le manifester par des mets appétissants. Conclusion encore une fois nuancée toutefois de Ryle, être moral, c'est savoir se conduire moralement sans connaître nécessairement les prescriptions. Mais cela n'implique pas qu'on n'ait pas besoin aussi de les connaître. On voit bien que dans des cas de ce genre, les maximes ou prescriptions peuvent être parfois utiles. Il pourrait alors se les, par exemple pour l'adolescent, qui peut alors se les remémorer et reprendre donc la tâche qui est la sienne d'apprendre à se conduire. Autre mérite encore, qui tient dans la nuance précisément de la position ryléenne. Ce qui est en jeu dans la maîtrise d'un savoir-faire, ce n'est pas, contrairement à ce que vont dire, n'est-ce pas, un certain nombre des critiques que nous avons justement analysées, ce n'est pas une banale capacité, une banale aptitude. Cela relève bien dans son esprit d'une excellence dispositionnelle. On voit encore l'aristotélisme, bien entendu, s'infiltrer dans la position ryléenne. Lorsqu'une personne sait faire des choses d'une certaine sorte, nous la disons sagace, perspicace, scrupuleuse, ingénieuse, pleine de discernement, inventive, bonne, sachant bien examiner, bien se comporter en bon cuisinier, en bon général. Ce faisant, nous décrivons une partie de son caractère où lui faisons crédit d'une certaine excellence dispositionnelle. Je reviendrai à la fin dans mon modèle sur ces principes, j'aimerais que vous les reteniez d'ores et déjà. Corollairement, lorsque nous décrivons telle action particulière, n'est-ce pas, comme intelligente, spirituelle, sage, nous imputons à l'agent l'excellence dispositionnelle appropriée. Il est important de comprendre ici que la manière dont les règles, les standards, les techniques, les critères régissent ces performances particulières se confond avec la manière dont ces excellences dispositionnelles s'actualisent dans ces performances. En quelque sorte, chez quelqu'un, c'est une seconde nature en lui de se comporter ainsi, et les règles sont les ressorts vivants de cette seconde nature. Vous voyez ? Bon. Donc, être sagace, cohérent, raisonnant, c'est assurément appliquer des règles d'inférence aux propositions considérées. Mais celui qui raisonne n'a pas besoin à la fois de considérer les propositions et de jeter tout du long des coups d'œil à une formule. Il suffit qu'il les considère efficacement. Il n'y a donc pas seulement ici, vous voyez, une réduction, quelque chose qui apparaîtrait comme une réduction du savoir-faire à une vulgaire aptitude. Apprendre à faire, ce n'est pas la même chose qu'apprendre. On peut nous instruire sur des vérités, on ne peut nous discipliner que sur des méthodes. Les exercices appropriés, corrigés par les critiques, inspirés par les exemples et les préceptes, peuvent inculquer des secondes natures. Mais le savoir-faire ne peut se construire par accumulation de bribes de savoir. D'où l'importance, évidemment, vous l'aurez compris, de cette distinction capitale
entre ce que veut dire dresser quelqu'un, le dressage, drill, qui va de pair avec la simple habituation, les simples habitudes que l'on prend, et l'entraînement ou l'apprentissage, training, qui suppose de l'éducation. On peut apprendre par dressage à un phoque de cirque à réaliser des tours compliqués, tout comme on apprend par dressage à une recrue à marcher au pas et à déposer armes. Le dressage produit des automatismes, c'est-à-dire des performances qui peuvent d'ailleurs être réalisées à la perfection sans l'exercice le moins du monde de l'intelligence. Mais on a affaire là à de l'habituation, à des habitudes aveugles. L'éducation, l'entraînement au contraire, ne produisent pas d'habitudes aveugles, mais des pouvoirs intelligents, intelligent powers. Lorsque j'inculque une aptitude, a skill, je n'entraîne pas l'élève à faire quelque chose aveuglément, mais à faire quelque chose intelligemment. Le dressage dispense de l'intelligence, l'apprentissage l'élargit. Et ce n'est pas un hasard si Ryle évoque ici Aristote. La différence capitale entre les deux est ici que dans le cas de l'éducation, il peut y avoir en permanence, n'est-ce pas, un retour sur sa propre pratique, un travail de réflexion, de contrôle, de correction, si besoin est, et donc possibilité d'un progrès. Ce faisant, Ryle espère avoir démontré que le savoir-faire n'est pas réductible à on ne sait quel sandwich de savoir propositionnel et que nos prédicats d'intelligence sont définissables en termes de savoir-faire. En résumé, connaître une règle n'est pas de l'ordre d'un savoir théorique, la bêtise n'est pas la marque d'une absence d'intelligence théorique, il ne faut pas voir dans le savoir pratique une simple forme de savoir implicite. Qu'est-ce alors que le savoir pratique ? Un savoir actualisé dans des actes. Certes, un tel savoir n'exclut pas les jugements, mais ceux-ci sont des produits et non des causes de ce savoir. Savoir-faire, knowing how, ce n'est pas connaître telle ou telle recette, maxime ou prescription. La thèse positive ryléenne va donc mettre l'accent sur le fait que la connaissance pratique met en œuvre des capacités, des dispositions, mais plus encore des excellences. Elle requiert de l'entraînement et de l'exercice. Suivre une règle, ce n'est pas effectuer une opération mentale. C'est confondre connaître une règle et connaître des propositions vraies ou des faits. Il manque par exemple à la tortue de Lewis Carroll un savoir-faire, c'est-à-dire justement des dispositions excellentes. Mais une fois l'erreur rétablie, elle ne peut pas refuser la conclusion. Si elle a les dispositions pertinentes, en quoi consiste le savoir de la règle, elle ne peut pas manquer, théoriquement, de la suivre. Voilà. Connaître une règle, c'est de l'ordre d'une connaissance pratique qui se manifeste dans l'exercice de la règle et dans l'action. Passons à présent au problème que soulève, une fois accordé, je crois, des mérites et des avantages évident, que soulève cette approche anti-intellectualiste. Eh bien, comme l'ont fait remarquer les plus farouches critiques de Ryle, que vont devenir Stanley et Williamson dans leur influent article de 2001 que nous avons analysé en détail, et qui vont donc contre Ryle notamment contester la thèse selon laquelle il y a une distinction fondamentale entre le savoir-faire pour soutenir à l'inverse que le savoir-faire n'est qu'une espèce de savoir propositionnel. Et n'en déplaise, pense-t-il, à un certain nombre de philosophes qui sont, semble-t-il, acquis aujourd'hui à cette idée qu'il y aurait en effet une distinction fondamentale entre savoir que quelque chose est le cas et savoir faire quelque chose, et que la plupart donc des modalités de la connaissance se déroulent sous la forme non d'un savoir propositionnel, mais d'une connaissance pratique. Vous vous souvenez, c'est le cas de Putnam, de David Lewis, de Michael David à propos de la compétence linguistique. Stanley et Williamson disent non. Il faut plutôt dire que nous avons affaire à une relation entre un penseur et une proposition vraie, repérant ce faisant quelques difficultés objectives aussi, c'est vrai, dans la position anti-intellectualiste. Première difficulté que nous avons, vous en souvenez, notée, elle est liée au cadre behavioriste lui-même. Certes, Ryle ne défend pas un behaviorisme logique réductif ou définitionnel, nous venons de le dire. Il soutient
que le savoir-faire n'est pas associé à une seule disposition, mais à un faisceau de dispositions, et en plus, nous venons de le dire, à des dispositions qui relèvent plutôt d'excellence, n'est-ce pas? Mais sa thèse implique bien tout de même que l'on ne peut savoir si quelqu'un connaît une règle que sur la base de l'observation de ce comportement à la troisième personne. Par ailleurs, devons-nous accepter aussi rapidement l'idée que suivre une règle, c'est un ensemble de dispositions aussi excellentes soient-elles? Quoi qu'on puisse dire à la décharge de Ryle, il n'empêche que ce cadre behavioriste qui est le sien le rend tributaire de plusieurs thèses dont aucune d'elles, c'est juste, ne va absolument de soi. La première est celle justement qui le conduit à postuler une théorie de la signification qui relie la signification linguistique, en tout cas dans son cas à lui, à la vérifiabilité. Or, même si on peut introduire des raffinements dans cette conception, il est vrai que, en tout cas pris au sens strict, le principe vérificationniste de la signification fait désormais l'objet de pas mal de critiques. Deuxièmement, même si certains des arguments auxquels il a recours pour dénoncer le mythe cartésien conservent leur mordant pour des raisons que je viens d'évoquer, et qui rejoignent aussi les critiques adressées par des philosophes comme Peirce ou Wittgenstein à l'égard du mythe de l'intériorité et donc d'une certaine conception des relations entre le langage et la pensée, il est certain qu'un philosophe de l'esprit, du langage ou de la connaissance aujourd'hui demanderait plus de preuves pour démontrer soit, dans un cas, l'inanité d'une représentation cartésienne du mental, n'est-ce pas ? Pour ceux qui considèrent qu'on ne peut purement et simplement réduire les états mentaux à de purs et simples états cérébraux, soit, dans l'autre cas, pour ceux qui pensent que la critique ryléenne du mythe du fantôme de la machine est désormais peu offensive, puisque les découvertes en neurosciences ont montré qu'il n'y avait plus à craindre de recourir à ce genre d'explications censément mystérieuses et fantomatiques. Ce qui ne signifie pas, dans mon esprit, je m'empresse de le dire, contrairement à ce que prétend sur ce point notamment Jason Stanley, que nous pourrions nous passer, ce faisant, d'une explication des états et processus mentaux en termes dispositionnels, ou qu'il y aurait dans ce type d'explication quelque chose de rédhibitoirement magique ou mystérieux, et en tout cas de nécessairement plus mystérieux que les interprétations auxquelles on nous demande de croire lorsque on regarde simplement clignoter un certain nombre de lumières sur l'écran où s'affiche un cerveau. Mais il n'a pas tort de reprocher à Ryle de ne pas le priver d'utiliser des métaphores manifestement incompatibles avec le behaviorisme, comme lorsqu'il évoque par exemple le fait que l'une des manifestations d'une disposition à multiples entrées puisse être le fait d'avoir des images sous l'œil de l'esprit. Deuxième série de problèmes que pose en effet l'approche anti-intellectualiste ryléenne, vous vous souvenez, celui de la délimitation exacte du domaine. Ryle délimite le domaine du savoir-faire comme étant celui des concepts d'intelligence et il présuppose donc que ces concepts sont tous des concepts de savoir-faire. Bon, il y a bien des cas clairs d'aptitude pratique, savoir faire du vélo, de la voile, savoir faire un gâteau, savoir coudre, etc. Mais les choses deviennent quand même nettement moins claires, justement, pour des concepts tels que être intelligent, malin, scrupuleux, astucieux, etc. On présuppose que ce sont des savoir-faire, mais cela va-t-il absolument de soi ? Certains savoir-faire ne semblent pas non plus, de façon aussi nette, bien différents de savoirs propositionnels. Par exemple, précisément, nous avons étudié le cas au séminaire, savoir parler une langue. De quel type exactement de connaissances devons-nous disposer pour savoir parler une langue? Même si c'est une aptitude, il semble bien qu'elle suppose aussi une bonne dose de savoir propositionnel, de grammaire. Souvenez-vous aussi des thèses chomskiennes. Donc, savoir réparer un ordinateur, savoir se repérer dans une ville, savoir jouer aux échecs, savoir jouer au violon. Nombre de ces aptitudes semblent susceptibles d'être acquises sans savoir verbal ou même sans savoir manuel, certes. Mais la plupart
intuitivement en tout cas, suppose au moins en partie un tel savoir et une telle compétence intellectuelle. Bref, on peut peut-être apprendre la musique sans savoir le solfège, mais on ne peut pas totalement savoir jouer d'un instrument sans cela. Troisième groupe de problèmes qui nous a conduit aussi à nous demander si la présentation que donne Ryle de la connaissance théorique à travers la légende intellectualiste est vraiment satisfaisante ou s'il ne faut pas chercher d'autres arguments et a fortiori si l'on n'est pas totalement convaincu par les arguments anti-intellectualistes qu'il emploie en faveur de l'intellectualisme donc lui-même. Par exemple, l'argument de la régression qu'il utilise est-il bon? Il nous présente la doctrine intellectualiste d'une certaine manière, n'est-ce pas, en présupposant notamment qu'une action intelligente suppose dans tous les cas la considération antérieure d'une proposition. Mais a-t-il raison de voir les choses ainsi? L'argument de Ryle semble pertinent si l'on accepte une certaine conception représentationniste. Mais on n'est pas obligé, après tout, de défendre cette conception selon laquelle le recours au savoir propositionnel implique une action préalable de contemplation d'une proposition. Car il est en vérité peu plausible que pour s'engager dans quelque action que ce soit, il faille contempler un nombre infini de propositions distinctes qui, si les propositions ont une structure, seraient vraisemblablement d'une complexité toujours croissante. Si la thèse selon laquelle le savoir-faire est une espèce de savoir propositionnel a cette conséquence, alors assurément, elle est fausse. Mais, comme l'a montré en particulier Carl Ginet, il est manifestement faux de dire que des manifestations de savoir propositionnel doivent nécessairement s'accompagner d'actions distinctes de contemplation de propositions. J'exerce ou je manifeste ma connaissance que l'on peut ouvrir la porte en tournant le bouton et en la poussant, de même que ma connaissance qu'il y a là une porte en exécutant cette opération de façon tout à fait automatique lorsque je quitte la pièce sans formuler ni mentalement ni à haute voix cette proposition ou quelque autre proposition pertinente. Ce que veut souligner Carl Ginet, c'est simplement le fait que bien souvent, lorsque nous faisons appel à un savoir propositionnel, nous n'accompagnons pas cela d'actes distincts de contemplation de proposition. Ensuite, est-il exact que pour faire quelque action que ce soit, il faille avoir recours à un savoir-faire, à une connaissance pratique? Certainement pas dans tous les cas. Dirons-nous par exemple que pour digérer, nous avons besoin de savoir digérer? De même, dirons-nous que pour gagner à la loterie, nous avons besoin de savoir comment gagner à la loterie? Digérer n'est pas le genre d'opération que nous exécutons en faisant preuve d'intelligence. En fait, pour que son argument marche, Ryle est donc obligé de le restreindre au champ des actions intentionnelles. Autre critique encore à Ryle. La lecture qu'il propose, comme on l'a vu de l'argument de Lewis Carroll, n'est-elle pas douteuse? Est-il aussi sûr que connaître une règle d'inférence ne suppose pas de connaître un fait ou une vérité en plus? Par exemple, n'est-ce pas, ce qui régit le modus ponens, quand même. Hein, mais simplement que c'est savoir comment passer de la reconnaissance de certains faits à la reconnaissance d'autres faits, ou encore non pas posséder un peu d'informations en plus, mais être capable d'effectuer une action intelligente. Est-ce bien sûr qu'il ne faut pas quelque chose de plus, comme justement maîtriser quand même certaines règles de logique? Bon. Autre question encore. Ryle semble supposer que la connaissance propositionnelle est comportementalement inerte. Mais pourquoi devrait-on le penser? Ensuite, autre série d'interrogations, est-ce que la conception même, au fond, positive cette fois, que propose Ryle de la connaissance pratique est correcte? Par exemple, il a l'air de postuler une relation causale, nous l'avons vu, entre les dispositions et leurs manifestations, mais le savoir-faire apparaît comme la manifestation de ces dispositions. Mais comment les dispositions se manifestent-elles au juste? Qu'est-ce qui cause leur manifestation? On ne peut pas supposer qu'elles se manifestent directement dans des comportements. Donc c'est peut-être là aussi quelque chose de mystérieux, comme le sont toujours, c'est vrai, un peu les dispositions, mais ni plus ni moins. Or, que dit pour l'essentiel, selon Stanley et Williamson, cette thèse? Même si, nous venons de le dire, les choses sont en vérité plus subtiles que cela,
notamment en raison de l'aristotélisme de Ryle et des distinctions très fines qu'il effectue entre le dressage par habituation et l'éducation de capacité vers l'excellence. Il n'empêche que l'un des ressorts majeurs de sa position réside bien tout de même dans le fait qu'il définit le savoir-faire comme la mise en œuvre de certaines capacités. Or, si l'on tient mordicus à une telle caractérisation de la connaissance pratique, on se heurte alors à des difficultés notoires. En particulier, les attributions de savoir-faire, nous l'avons vu, n'impliquent même pas l'attribution des capacités correspondantes. Vous vous souvenez, c'était le cas du moniteur du ski qui peut savoir parfaitement comment, par exemple, effectuer des acrobaties en ski sans être lui-même capable de les effectuer, ou le pianiste virtuose qui perd l'usage de ses deux bras dans un tragique accident de voiture, mais qui peut toujours savoir comment jouer du piano. Auquel cas, la partie positive de la thèse de Ryle est elle aussi fausse. Si Williamson et Stanley voient juste, alors ils sont en droit de conclure, premièrement, que l'argument central de Ryle contre la thèse selon laquelle la connaissance pratique serait une espèce de la connaissance propositionnelle est un échec, mais deuxièmement aussi que sa propre analyse positive de la connaissance pratique est incorrecte. Enfin, last but not least, avons-nous vraiment épuisé, comme semble le penser Ryle, en distinguant ainsi de façon binaire les choses, toutes les possibilités? Il semble dire que les deux seules explications possibles, par exemple de la compétence déductive, sont soit la conception de la contemplation propositionnelle, soit la conception dispositionnelle. Mais ne peut-on envisager une autre conception de cette compétence? L'intellectualisme ne peut-il, en d'autres termes, se défendre sur d'autres bases? En résumé, modèle dépassé de l'esprit et de la signification, comme le serait celui du behaviorisme logique. Conception erronée de la connaissance théorique, comme d'un savoir qui supposerait que l'on contemplât des propositions en des actes de pensée distincts, qui confond le fait d'être guidé par des maximes, des préceptes ou des règles ou des raisons, ce qu'en un sens on peut accorder, avec le fait de devoir les avoir constamment sous l'œil de l'esprit et de les formuler mentalement ou à voix haute. Conception dichotomique de la conception pratique et de la conception théorique. Conception inerte aussi de la connaissance théorique, alors que rien n'oblige à un modèle de ce genre, comme en témoigne la possibilité, par exemple, d'analyser certaines attitudes propositionnelles, comme la croyance, selon une perspective fonctionnaliste ou en termes de rôle fonctionnel. Vous vous en souvenez, c'était l'hypothèse justement qu'avançait Stanley. Voyons donc maintenant les avantages de la présentation intellectualiste. Tient-elle toutes ces promesses? Bon, évidemment, ces avantages sont d'abord liés à la reprise en positif de certaines des carences anti-intellectualistes raéliennes. En fait, l'adversaire que prétend se donner Ryle n'est en réalité, montre Stanley et Williamson, qu'un homme de paille. Car une chose est de dire qu'une action intelligente doit être nécessairement précédée par la considération préalable de propositions de ce genre, une autre chose est de nier que l'action intelligente ne doive pas être en quelque façon guidée par une forme ou une autre de connaissance théorique ou propositionnelle. Toute action intelligente doit être, dit Ryle, précédée par un acte préalable consistant à contempler la proposition ou maxime qui guide l'action. Or, ce que soutient de façon, à mon sens, sensée Jason Stanley, c'est qu'un intellectualiste, que nous appellerons raisonnable, peut parfaitement refuser avec Ryle la première position, qui est de fait déraisonnable, et néanmoins soutenir qu'une action est intelligente en vertu du fait qu'elle est bel et bien guidée par des raisons ou par une connaissance de type propositionnel. Bref, une conception intellectualiste raisonnable de l'action intelligente n'implique pas la conception intellectualiste déraisonnable de l'action intelligente. L'action qui est la mienne quand j'ouvre une porte peut être guidée par ou être une manifestation de mon savoir propositionnel que je sais ouvrir la porte en tournant le bouton, sans avoir besoin pour cela de contempler cette proposition avant d'ouvrir la porte. En un mot, l'argument ryléen de la régression, n'est-ce pas, ne menace en aucune façon la position
intellectualiste raisonnable de l'action intelligente. Le mérite de l'analyse consiste, il faut bien le dire aussi, à retourner un petit peu le compliment à Ryle. Au fond, Stanley dit « Je veux bien accorder son point sur la non-nécessité de représentation préalable. Mais on doit montrer qu'il existe un modèle de connaissance propositionnelle qui propose une vision des choses assez proche de celle qui est celle du savoir-faire qu'a en vue Ryle. Et cette manière de voir les choses, c'est la conception fonctionnaliste de la croyance, selon laquelle croire que P, c'est être disposé à agir de telle ou telle manière qui tendrait à satisfaire ses désirs, quels qu'ils soient, dans un monde dans lequel P, ainsi que d'autres croyances que l'on peut avoir, sont vraies. Mais si la conception fonctionnaliste de la croyance, comme celle-ci, est correcte, alors manifester une attitude propositionnelle telle qu'une croyance, oui, c'est manifester un certain état dispositionnel, exactement comme pour Ryle, manifester un savoir-faire, c'est manifester un état dispositionnel. Mais si l'on suit une telle conception de la croyance, manifester la connaissance propositionnelle que l'on peut avoir, cela ne consiste ni plus ni moins que dans le fait de manifester un état dispositionnel qui constitue une croyance vraie, un état auquel on est parvenu, si on peut dire, par une source fiable. C'est en tout cas une manière de se représenter la manifestation de la connaissance propositionnelle assez proche, en réalité, de la manière dont Ryle se figure la manifestation d'un savoir-faire ou d'une connaissance pratique. Et vous verrez que dans le modèle tout à l'heure que je vais invoquer, j'utilise moi-même une telle approche. Ce qui, que cette conception soit ou non fausse, montre en tout cas que Ryle a tort de penser que sa propre conception de l'action va nécessairement à l'encontre de la conception intellectualiste. Si l'on rejette la conception que se fait Ryle de l'action, que l'on dit que les actions intentionnelles sont bien les effets, par exemple, de causes internes, alors on peut fort bien aussi considérer les manifestations d'un savoir-faire, ni plus ni moins que comme étant des manifestations d'un savoir propositionnel, à savoir comme les effets de telle ou telle cause interne. Vous vous souvenez de l'analyse du lassage de souliers proposée par Jerry Fodor. On est sur ce point. Donc, Ryle pense que la régression calamiteuse, n'est-ce pas, pose principalement un problème pour la thèse selon laquelle le savoir-faire est une espèce de savoir propositionnel, et il parvient à cette conclusion parce qu'il pense que manifester un savoir de ce type est quelque chose qui doit être précédé par une action bien précise que fait l'agent. Contempler une proposition, là où à l'inverse, manifester un savoir-faire n'exige rien de tel de la part de l'agent. Mais rien ne justifie, au fond, une telle dichotomie. Si l'on peut manifester son savoir-faire sans action intelligente préalable, alors on peut tout autant manifester son savoir-faire sans action intelligente préalable. Son savoir propositionnel, sans action intelligente préalable. On ne peut conclure que le savoir-faire n'est pas une espèce du savoir propositionnel à partir de l'argument de la régression que si l'on combine celui-ci avec la thèse erronée selon laquelle il y aurait une asymétrie entre les conditions de manifestation du savoir-faire quelque chose et les conditions de manifestation de savoir que quelque chose est le cas. Or, c'est précisément quelque chose que ne fait pas l'argument de Ryle. Avantage de la position intellectualiste à ce stade. Il est parfaitement possible de défendre une forme d'intellectualisme, donc, qui soutiendrait l'idée qu'une action intelligente est bel et bien guidée par un savoir propositionnel. Bref, que la connaissance sur la base de laquelle nous agissons, quand nous agissons de façon intelligente, la connaissance pratique, est quelque chose qui se manifeste directement, sans action mentale préalable, ce qui est assez conforme avec la manière dont on décrit le plus souvent, il faut bien le dire, le processus même de la délibération. Quand on délibère, on intègre dans notre délibération des croyances, des désirs qui ne font pas proprement parler partie de la délibération elle-même. C'est un peu, vous en souvenez, ce que nous avons pu retenir aussi, n'est-ce pas, de l'analyse aristotélicienne. Autrement dit, nos comportements peuvent être informés de manière non délibérative par d'autres attitudes
propositionnelle. Mais Stanley et Williamson mettent en particulier l'accent sur les avantages que permettent de donner à l'approche donc intellectualiste un certain nombre d'arguments, vous vous en souvenez, linguistiques, pour montrer, selon eux, qu'il n'y a aucune raison de ne pas tenir le savoir-faire ou la connaissance pratique pour une espèce de la connaissance propositionnelle, même s'ils n'entendent pas cela en un sens réductionniste. Ils montrent que, contrairement à l'usage reçu, il n'y a aucune raison particulière d'établir une distinction d'ordre syntaxique et sémantique entre deux propositions que habituellement on distingue, n'est-ce pas, si l'on croit justement à une opposition ou à un fossé abyssal entre savoir que et savoir comment, à savoir 1. Anna sait monter à vélo, 2. Anna sait que les pingouins se dandinent. Leur idée, à mon sens, fort judicieuse, et sur laquelle je reviendrai moi-même, c'est que le savoir-faire est pour l'essentiel une relation à une question qui met en œuvre un état mental en première personne. Le premier bénéfice d'une telle analyse, et le plus évident, est que l'analyse est parfaitement en accord avec la syntaxe et la sémantique proposées pour ce genre de construction. Si on la rejetait, cela impliquerait donc de rejeter des croyances solidement ancrées par ailleurs que nous avons en linguistique sur ces constructions. Cela se justifierait d'essayer si l'on avait rencontré des difficultés sérieuses dans l'analyse, mais ce n'est pas, estime-t-il, le cas après avoir recensé, vous vous en souvenez, au moins 8 objections possibles que certains pouvaient être tentés de leur faire. Je n'y reviens pas évidemment dans le détail. Un deuxième bénéfice majeur de l'analyse, selon eux, est qu'elle explique certaines caractéristiques des attributions de savoir-faire que d'autres laissent totalement dans le noir. En particulier, vous vous en souvenez encore, les distinctions que nous sommes tentés de façon naturelle de faire entre ce que veut dire savoir-faire sans aucune espèce d'effort ou d'apprentissage, n'est-ce pas, ou d'entraînement, et le savoir-faire qui est le produit justement de cet apprentissage, n'est-ce pas ? Bon. Mais à leur tour, les malheureux sont aussi, comme nous l'avons vu, victimes d'un certain nombre en tout cas, ne sont pas du tout à l'abri d'objections. Et nous avons distingué, je les récapitule brièvement, plusieurs types d'objections qui ne sont pas minces, et nous allons encore tout à l'heure en entendre d'autres de la bouche d'Adam Carter, qui ne sont pas minces non plus, mais enfin, pour le moment, donc, disons celles que nous avons réussi à établir, j'espère. D'abord, objection liée à la nature linguistique, vous vous en souvenez des arguments invoqués. Stanley et Williamson revendiquent une certaine syntaxe et une certaine sémantique donc, pour expliquer les analyses qu'ils font des attributions de savoir pratique. Mais est-il aussi certain qu'on ne puisse en invoquer d'autres qui marchent tout aussi bien ? Et en particulier, est-il aussi aisé de réduire toutes les questions enchâssées à des questions de type WH ? Vous vous souvenez des objections, notamment de Jeremy Prantl, je n'y reviens pas. Il existe peut-être d'autres théories sur le marché. Une telle allégation est peut-être donc un peu exagérée. D'autres recherches ont été faites qui ne sont pas forcément celles que nous livre leur modèle. Donc, n'est-ce pas, s'agissant déjà des arguments linguistiques, 1. Difficulté liée à l'idée qu'on puisse accepter une même sémantique générale sur le mode des questions WH. Deuxièmement, difficulté liée au fait qu'il n'y aurait pas d'autres sémantiques possibles du know-how et que nécessairement know-how serait réductible à know what, know that, know why, etc. Troisièmement, difficulté d'ordre linguistico-métaphysique. Premièrement, au sens où, en réalité, leur argument suppose ou repose sur une complexité beaucoup plus grande d'un certain nombre de connaissances propositionnelles qui n'ont l'air de le penser, n'est-ce pas ? Nous avons vu toutes les couches de connaissances en fait, théoriques qu'il fallait avoir pour simplement comprendre une proposition toute simple, n'est-ce pas ? Comme Anna sait pourquoi elle a voté pour Gore. Vous vous souvenez, n'est-ce pas ? Bon, justement, tout le type de savoir qui est emmagasiné dans une expression
de connaissances pratiques, n'est-ce pas, est quelque chose qui est phénoménal, n'est-ce pas, qui repose sur toute une série comme une sorte de série de poupées russes, si vous voulez. Bon. Difficulté, enfin, liée au fait, notamment souligné par Jan Romfit, que le plus souvent, en réalité, contrairement à ce que supposent Stanley et Williamson, le lien ne se fait pas entre les propositions et des personnes, mais entre des propositions et des activités. N'est-ce pas ? Nous avons mis le doigt sur un certain nombre d'exemples qui montraient à quel point, en effet, ce qui était bien en jeu, c'était quelque chose comme une activité et non pas du tout une personne, ce qui est présupposé pourtant par la conception intellectualiste. Quatrième difficulté, simplement encore sur le plan linguistique, le fait que l'infinitif, dans certains cas, dans certaines langues, est en fait beaucoup plus naturel, semble-t-il, que le mode interrogatif qu'ils veulent appliquer absolument à tout l'ensemble des propositions, n'est-ce pas ? Bon. Grec, latin, russe, français, allemand, nous savons monter à vélo, nous ne savons pas comment monter à vélo, sauf quand nous avons besoin de préciser justement pour quelles raisons, n'est-ce pas, il y a une difficulté particulière et que nous voulons insister justement sur la manière même dont nous devons, de façon plus précise et plus détaillée, nous exercer pour savoir tenir le guidon, etc. Par exemple, parce qu'il y a des pavés, nous faisons Paris-Roubaix, donc là, il vaut mieux savoir comment monter à vélo parce que c'est Paris-Roubaix et que ce n'est pas une plaine qui est sans pavés, etc. N'est-ce pas ? Bon. Mais vous voyez que dans les cas les plus naturels, l'infinitif est, contrairement à ce qu'ils évoquent, plutôt plus naturel que le mode interrogatif. Enfin, difficulté aussi, donc, justement, qui est un peu un recoupement de ceci, entre l'expression du savoir-faire et du savoir de savoir-faire, et enfin le caractère peu naturel aussi de certaines liaisons, n'est-ce pas, pour lesquelles on invoquerait plus facilement dans des cas une expression de savoir-faire en infinitif, et dans un autre cas, une proposition complétive appelée par un que, n'est-ce pas ? Bon. Donc, ça, c'est le premier type de difficulté de l'attitude intellectualiste liée aux arguments linguistiques. Deuxième type, ensuite, de difficulté, liée cette fois au bien fondé des critiques adressées par les intellectualistes aux arguments anti-intellectualistes de Ryle lui-même, ou bien ne lui font-ils pas un mauvais procès, en particulier parce qu'ils ont une vision trop étroite de la relation que fait Ryle entre savoir-faire et aptitude, et une vision étriquée de ce que recouvre ce terme d'aptitude ou de talent, n'est-ce pas, en omettant justement toutes les analyses fines de Ryle sur l'excellence dispositionnelle en particulier. Troisième type d'objection aux intellectualistes, lié au caractère peut-être limité justement du recours si important pour eux, n'est-ce pas, aux arguments linguistiques qui ne toucheraient au fond peut-être pas assez à la question qui a trait à la nature de la connaissance pratique, question d'ordre plus métaphysique donc, n'est-ce pas, mais aussi à ces relations entre la connaissance pratique, nos intentions et nos actions, à la nature du mode de présentation pratique aussi, vous vous souvenez, qui n'est pas toujours très clair. Comment faut-il comprendre justement ce concept de mode de présentation pratique ? Nous avons examiné dans le détail les objections de Jennifer Hornsby, qui je crois sont très judicieuses et qui montrent à quel point c'est qu'ils sont quelquefois un peu laconiques sur la manière, n'est-ce pas, de présenter, alors que cela joue un rôle évidemment capital, n'est-ce pas, dans la manière dont ils peuvent, à un moment donné, aller dans le sens de l'attitude intellectualiste. Bon, objection émanant plus directement alors de ce qu'on pourrait appeler certains représentants plus favorables, et c'est ce que nous avons vu la dernière fois, à une conception de la connaissance pratique comme affordance ou savoir incorporé, n'est-ce pas ? Nous avons notamment étudié la dernière fois les arguments d'Alvanoé, aussi au séminaire les arguments évoqués par Jérôme Dokish sur la cognition située, plus généralement donc les arguments émanant de certaines des sciences cognitives ou de la philosophie de l'esprit concernant la nature de certaines de nos compétences, comme la compétence linguistique elle-même, mais je crois que Adam Carter va en parler justement tout à l'heure. Bon, vous vous souvenez de ce que dit Alvanoé, les capacités, les abilities, aptitudes, sont incorporées, embodied,
Elles dépendent de notre nature corporelle, elles sont ensuite situées au sens où les conditions de leur exercice sont extérieures à l'agent. La possession de capacité affecte notre attitude et nous permet d'avoir des expériences que nous ne saurions avoir autrement. La possession de capacité nous permet de déceler du sens là où sinon il n'y en aurait pas. De cette manière, le corps, le monde et notre connaissance pratique nous ouvrent à un domaine d'expérience rempli de signification, et c'est ce qui explique pourquoi nous pouvons raisonnablement penser que les aptitudes pratiques, du reste, sont une sorte de connaissance. Elles recouvrent un type de compréhension que nous appliquons dans nos pratiques exactement comme nous pourrions appliquer notre compréhension conceptuelle. Et c'est cela, considère Noé, qui de prime abord crée vraiment des difficultés pour toute conception qui verrait en la connaissance en question quelque chose de propositionnel. C'est dans son article Against Intellectualism de 2005. Premièrement, en effet, si savoir faire quelque chose consiste à savoir que certaines propositions sont vraies, alors il devient proprement mystérieux que quelque chose comme l'incorporation ou la situation puisse compter à ce point. Certains philosophes, du reste, qui ne sont pas phénoménologues, ont soutenu que le contexte, la situation et même l'embodiment, le fait de l'incorporation, le fait de faire corps, fournissent les conditions de possibilité de certains contenus propositionnels. C'est le cas notamment des analyses, par exemple, menées par Gareth Evans ou John McDowell dans les années 80. Bon. Et c'est ce qui explique que Noé conclut, dans le sens opposé évidemment de celui des intellectualistes Stanley et Williamson, tout savoir propositionnel dépend d'eux et doit s'analyser en termes d'un savoir-faire fondamental. L'intellectualiste, dit-il, surintellectualise l'esprit. Mais, et j'en viens donc maintenant à ma propre approche, je serais tenté de dire que l'anti-intellectualiste, à son tour, sous-intellectualise peut-être trop lui aussi. C'est pourquoi donc je voudrais pour finir présenter quelques arguments de nature cette fois plus directement épistémologique, dont je vais m'efforcer de montrer qu'ils permettent peut-être de dépasser le clivage que nous avons suivi entre l'intellectualiste et l'anti-intellectualiste, mais qui repose en partie aussi sur le fait que la connaissance pratique et la connaissance propositionnelle sont conçues, au fond, pour Stanley et Williamson aussi, selon un certain modèle qui ne va peut-être pas de soi et auquel il vaudrait mieux substituer un autre. Est-on obligé, par exemple, de suivre la conception qui se dégage de leur analyse de la conception de la connaissance propositionnelle elle-même? Ce qui est premier, disent-ils, ce n'est pas la croyance, c'est la connaissance comme état mental. Aussi forte que soit cette conception, et j'ai beaucoup admiré pour ma part la démonstration qu'a faite au séminaire Timothy Williamson pour essayer de montrer comment, justement, à partir de cette approche qui est la sienne de la connaissance comme fait primitif, n'est-ce pas, il envisage une relation absolument directe, n'est-ce pas, avec le désir, l'intention et l'action. Comment il essaie de penser ça, c'est tout à fait remarquable. Et, bon, il n'a pas eu le temps de développer tous les arguments, mais de toute évidence, il y a là une source extrêmement élégante et féconde à creuser, n'est-ce pas, et on peut lui faire confiance pour être en mesure de le faire. Bon. Néanmoins, en tout cas, il est clair, si vous voulez, qu'une des raisons, enfin, si nous voulons pouvoir admettre leurs arguments en faveur de la connaissance pratique, il faut aussi que jusqu'à un certain point, nous admettions la conception williamsonienne, je pense, de la connaissance propositionnelle. Mais je serais tenté de dire, rien ne nous y oblige non plus. Cela permettrait sûrement de voir à quel point aussi, de même que nous devons sans doute repenser les distinctions trop tranchées que font certains entre connaissances pratiques et connaissances théoriques, il faudrait repenser de façon tout à fait féconde ce que nous avons peut-être trop spontanément tendance à voir comme des états que l'on tend à dire théoriques et qui sont peut-être, plus qu'on ne le croit déjà, envahis à différents degrés de toute une série de savoir-faire et d'aptitudes, comme l'imagination, la capacité de représentation iconique, par exemple.
il est clair que c'est un élément extrêmement important, par exemple, pour comprendre de quelle manière la connaissance propositionnelle peut prendre une dimension sémiotique, dans le cas, par exemple, de Peirce, qui envisage justement qu'il ne peut pas y avoir de pensée propositionnelle ou de connaissance théorique qui a un sens si on envisage cette connaissance uniquement sous une forme, si vous voulez, de pur symbole. Il faut, dit Peirce, il faut joindre au symbole des index, des icônes, et il analyse précisément la manière dont nous devons monopoliser tous ces signes extrêmement délicats et complexes pour parvenir à un authentique savoir théorique lui-même. Vous voyez ? Bon. Donc rien que ça déjà montre que nous ne devons pas non plus avoir une vision complètement racornie, si vous voulez, de ce en quoi consiste le savoir propositionnel, n'est-ce pas ? Il n'est pas sûr que tout savoir théorique englobe un seul type de savoir propositionnel, n'est-ce pas ? Il est même certain que ce n'est pas le cas. On peut avoir différentes manières de concevoir ce qu'est le savoir théorique. Bien. Bon, si je résume un petit peu les choses, quels sont au fond les enjeux auxquels quelqu'un qui veut essayer de sortir, si vous voulez, des difficultés que nous avons repérées doit absolument s'efforcer auquel il doit vraiment s'efforcer d'affronter. Je dirais que si nous prenons d'une part l'anti-intellectualiste, je pense qu'il faut pouvoir, l'intellectualiste, s'il veut suivre sa route, il a de bons arguments, nous avons vu pour cela, n'est-ce pas ? En tout cas, il va être obligé de dire qu'il n'est pas obligatoire de soutenir que savoir faire quelque chose se réduise au fait d'avoir une simple attitude ou simple disposition à faire quelque chose. Autrement dit, il va peut-être devoir envisager qu'il puisse y avoir, comme le dit Fantel, des degrés dans le savoir-faire. Et à mon avis, le fait même, vous voyez que Ryle est du côté de l'analyse des dispositions excellentes, ça montre qu'il a parfaitement conscience de ça. Il faut introduire certainement aussi, même dans une approche anti-intellectualiste, vous voyez, toute une série de gradations dans les degrés de savoir. Sinon, vous ne comprenez pas justement comment, pour lasser ses souliers, on a peut-être moins besoin quand même de savoir pratique que pour pas taper une symphonie de Beethoven sur le piano. Bon. Donc, peut-être en montrant aussi, sans renier totalement le lien, que le savoir-faire et d'autres stades de l'intelligence sont fondés dans un certain type de puissance, de faculté. Bon. En interprétant aussi peut-être le savoir-faire comme quelque chose qui s'appuierait, et c'est ce que tentent certains, sur un succès. Bon, je ne suis pas entrée là dans la... Il y a plusieurs efforts qui ont été menés en ce sens, notamment par Catherine Hollet, mais même avant cela, il serait intéressant évidemment de regarder comment on pourrait, par exemple, en suivant justement des perspectives développées par Frank Ramsey, n'est-ce pas, dans sa sémantique du succès, montrer comment, vous voyez, on peut éventuellement combiner certaines formes d'anti-intellectualisme en même temps avec certaines attitudes auxquelles nous devons tenir compte, que nous devons prendre en compte si nous ne voulons pas tomber dans les pièges de l'anti-intellectualisme primaire. Bon, d'autres positions sont possibles sur lesquelles je ne m'arrête pas pour aller plus directement, pour qu'il me reste un petit peu de temps pour la mienne. Bon, enfin, évidemment, il est évident que l'enjeu pour l'intellectualiste, c'est aussi d'être capable de dire comment il peut y avoir véritablement une différence entre, assez intuitivement peu discutable, entre ce qui relève de l'expertise et du simple truc, n'est-ce pas, de la simple chose que nous savons par instinct. Bon. Celui qui, à l'inverse, va vraiment dans le sens, comme c'est le cas, par exemple, d'auteurs comme Heidegger, n'est-ce pas, ou d'auteurs qui se réclament
de thématiques faisant appel justement à la Zuhandenheit, le Verstehen, l'Umsicht, etc. Bon. Cette espèce d'aspect, de rapport primitif que nous aurions, n'est-ce pas, dans notre connaissance pratique du monde, il est évident que la moindre des choses est aussi qu'on attend d'eux qu'ils développent une argumentation qui fasse disparaître éventuellement certains aspects qui seraient par trop un peu mystérieux ou magiques. Bien, je dirais que, en un sens, on est en droit aussi d'attendre cela des perspectives qui sont celles de Gibson dans la théorie des affordances, dans celle aussi de Merleau-Ponty, de celle de Alvanouet lui-même, c'est-à-dire que une fois entendu que, une fois admis, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose comme une nécessaire situation de l'être dans le monde, un certain rapport par notre corps de l'être au monde, comment est-ce qu'on en dit plus? Il faut quand même dire comment tout ça se passe, n'est-ce pas? Donc, il faut au minimum avoir, comme l'a montré Alain Berthoz la semaine dernière, une certaine approche empruntée à la neurophysiologie. Si on fait intervenir justement l'importance du corps, du cerveau, etc., il faut quand même avoir, on peut penser à un certain nombre d'arguments rationnels et scientifiques importants pour enlever les aspects un peu parfois métaphoriques du recours à un certain nombre de ces expressions. Bien. Les enjeux maintenant pour l'intellectualiste, je dirais qu'évidemment, ils sont d'éviter les écueils repérés par l'intellectualiste bien identifié par Ryle, par l'anti-intellectualiste et bien identifié par Ryle, éviter aussi les écueils repérés, n'est-ce pas, dans l'approche à la Stanley Williamson, et donc proposer d'autres approches. Bon, et cesser de penser, notamment, que la connaissance pratique puisse vraiment se réduire à une connaissance purement propositionnelle. Bon. Donc, je pense qu'il n'est pas exclu que cela soit possible, et je pense que j'irai même plutôt pour ma part en ce sens. Mais cela suppose de travailler beaucoup plus, justement, certaines modalités de la représentation de la connaissance propositionnelle telle qu'elle se donne sur un certain mode de présentation pratique. Les tentatives qui ont été menées au séminaire par Pascal Angèle, justement appliquées à la connaissance littéraire, me paraissent à cet égard tout à fait intéressantes parce que justement, il essaie de voir à partir d'une lecture intellectualiste, mais comment on peut, sur un objet qui ne s'y prête pas forcément, n'est-ce pas, malgré tout, essayer d'y voir plus clair sans que cela induise ni une forme de rétrécissement de la littérature elle-même, ni une forme, au fond, trop élargie et peu satisfaisante, finalement, de ce que nous appelons tout simplement connaître, n'est-ce pas? Bon, donc je crois qu'il ne faut pas non plus renoncer, vous voyez, à ces directions de recherche, là où, évidemment, la paresse intellectuelle, là pour le coup, tend justement à donner raison un peu rapidement à l'anti-intellectualisme. Je crois que justement, il est de notre devoir de montrer qu'il y a d'autres formes de connaissance que la connaissance scientifique en particulier, ou que la logique, ou que les mathématiques, par exemple la philosophie, dans laquelle nous pouvons au fond accéder à une forme de connaissance, n'est-ce pas, qui met en jeu un certain nombre de techniques propositionnelles, mais qui justement appelle certains outils particuliers si nous voulons véritablement rester, n'est-ce pas, dans la compréhension même de ces modalités particulières où se donnent ces formes de connaissance. Vous voyez, comme la connaissance philosophique, la connaissance littéraire, je dirais aussi la connaissance artistique, n'est-ce pas, hein? Bon, je crois qu'il y a des chantiers importants sur lesquels il ne faut pas céder, notamment d'un pouce, et de ne pas se laisser tenter trop par des interprétations un petit peu à l'émotion ou en ayant recours justement à l'embodiment, la situation par le corps, etc. Bon, je crois qu'il faut se tenir à des choses un peu plus serrées. Bien. Alors, je dirais que
justement, il me semble que l'un des points sur lesquels, et donc c'est ce que je voudrais faire dans un dernier temps, j'ai dit que je terminerai un petit peu plus tard aujourd'hui, je m'en excuse, ceux qui ne peuvent pas rester, je les comprendrai. Voilà, je voudrais donc essayer de dire ce à quoi il me semble il convient d'être particulièrement attentif. Comment concevoir un nouveau modèle de la connaissance pratique? Bon, je crois que pour s'engager dans cette voie, bien entendu, il faut engranger d'une certaine manière toutes les leçons que nous avons pu prendre, n'est-ce pas, des différentes positions des uns et des autres, de leurs avantages, de leurs difficultés, mais peut-être plus encore des différentes nuances que nous avons vues s'installer dans les approches tant intellectualistes qu'anti-intellectualistes, qui nous permettent d'avoir d'entrée de jeu, pour notre modèle à établir, un certain nombre d'éléments et de nuances, d'éléments de pondération. Nous avons vu, par exemple, en étudiant aussi bien Ryle qu'Aristote, dont il s'inspire, c'est une des leçons importantes à tirer, qu'il y a lieu notamment de pondérer les oppositions. Vous vous souvenez, peut-être que les oppositions sont moins nettes qu'on ne pourrait le penser, entre, par exemple, ce que l'on suppose souvent, à savoir qu'il faudrait absolument revenir à une forme de revanche de la connaissance pratique, parce que de priorité qui serait donnée à la connaissance pratique, parce qu'elle aurait une revanche à prendre, n'est-ce pas, sur la connaissance théorique, depuis les Grecs, au fond. Nous avons vu que, premièrement, si on s'attachait justement au texte grec, on voyait déjà toutes les ambivalences qu'il y avait dans l'approche platonicienne, et a fortiori, évidemment, toute la subtilité de la position aristotélicienne, et notamment la valorisation qui est celle d'Aristote de la connaissance pratique. Mais ce qui est intéressant aussi, nous l'avons vu dans l'approche aristotélicienne, justement, c'est que si Aristote accorde tant d'importance aussi à la connaissance pratique, et même si évidemment c'est la connaissance théorique méditative qui emporte la palme, n'est-ce pas? S'il accorde de l'importance, c'est quand même aussi parce que pour parvenir justement à une véritable connaissance pratique, il faut que ce soit des vertus intellectuelles qui interviennent, n'est-ce pas, dans la phronésis met en œuvre justement toute une série de vertus, de discernement, n'est-ce pas, de modération, mais plus encore de discernement, qui doivent permettre justement à l'agent, n'est-ce pas, de régler sa conduite. Bon, il est très important de voir que ce qui compte là, donc, c'est le recours à des vertus non pas éthiques, mais intellectuelles. Bien. Alors, je dis cela parce que si Aristote a raison, ça veut dire, premièrement, qu'il n'y a pas lieu de considérer que le savoir pratique exigerait le recours à une forme d'intelligence nécessairement différente, au sens où elle ne serait pas, elle, quant à elle, intellectuelle, de celle qui est à l'œuvre dans le savoir théorique. Et deuxièmement, que l'intelligence elle-même, aussi intellectuelle soit-elle, est nécessairement incompatible avec l'idée de certaines aptitudes, capacités, dispositions que l'on exerce et entraîne. S'il y a bien quelqu'un justement qui montre de quelle façon le lien est possible, c'est Aristote. Dès lors, on ne s'étonnera pas qu'un certain nombre des analyses qu'a pu mener Ryle aient pu être perçues par beaucoup, n'est-ce pas, comme une sorte de remise à l'honneur de bon nombre de thèmes, ça n'avait pas échappé à David Wiggins, de thèmes aristotéliciens. Mais je crois que peut-être ceci nous engage aussi à concevoir, vous voyez, dans le modèle vers lequel nous devons nous acheminer, je pense, de définition de la connaissance pratique, certains éléments à prendre en compte, et en particulier, dirais-je, sur le simple plan épistémologique. Donc, vous voyez, certaines vertus intellectuelles, comme celles récemment mises en lumière, justement, chez les philosophes de la connaissance qui s'intéressent plus particulièrement aussi bien aux problématiques liées à ce qu'on appelle l'éthique de la croyance que ceux qui accordent une importance plus grande dans la philosophie de la connaissance contemporaine, plus qu'aux obligations et aux devoirs épistémiques, aux vertus intellectuelles dont peut faire preuve l'agent de connaissance.
Bon, ce sont des choses que nous avons apprises justement du débat Clifford-James de l'éthique de la croyance. Il faut faire extrêmement attention de ne pas confondre, n'est-ce pas, les raisons théoriques et les raisons pratiques de nos actions. Il faut faire très attention de ne pas réduire les justifications éthiques que nous pouvons avoir à des justifications épistémiques. Il y a des degrés divers à respecter et il est impossible donc de tracer un parallèle strict entre la sphère pratique et la sphère épistémique. Néanmoins, même si, une fois encore, on ne peut jamais considérer que ce qui vaut au niveau de la justification épistémique soit du même ordre que ce qui vaut au niveau de la justification pratique, souvenez-vous du débat donc Clifford-James, il faut bien aussi qu'il y ait entre elles un certain rapport. Sinon, c'est une coupure que nous entretenons entre nos raisons ou nos vertus cognitives et épistémiques d'un côté et nos raisons ou vertus pratiques de l'autre. Et vous voyez, je crois que c'est ce qui explique en particulier le succès, justement, dans la philosophie contemporaine, d'un certain nombre de thèmes liés à la nécessité de préférer les vertus intellectuelles aux obligations ou aux devoirs épistémiques, insister par exemple comme c'est le cas par exemple dans la théorie de la connaissance que défend quelqu'un comme Ernest Sosa, sur un certain nombre de vertus comme être précis, être adroit, être juste, bien ajusté, accuracy, adroitness, aptness, n'est-ce pas? Sosa qui prend l'exemple de l'archer, n'est-ce pas? Pour qu'un tir à l'arc soit apte, bien ajusté ou juste, il faut non pas qu'il soit précis et adroit, mais qu'il soit précis parce qu'adroit, bref, réussi parce que compétent. Et c'est à partir de là que Sosa, justement, propose, vous voyez, une certaine conception des conditions de possibilité de ce qu'est la connaissance. Je n'y reviens pas, je me permets de vous renvoyer au cours de 2011 là-dessus, où j'avais consacré une séance à cette question, n'est-ce pas? Pourquoi on peut évidemment développer à ce moment-là une réflexion correcte, n'est-ce pas, sur ce que sont les conditions de possibilité d'une connaissance, mais en intégrant justement ces vertus intellectuelles, aussi une condition de sensibilité et une condition aussi de sûreté, n'est-ce pas? Bien. Bon. Autre philosophe de la connaissance qui a beaucoup aussi travaillé sur cette question, c'est John Greco, qui justement essaie de comprendre aussi de quelle manière on peut montrer au fond que la connaissance est une sorte de succès issu de l'aptitude, n'est-ce pas, du succès issu de l'excellence, du succès issu de la vertu. Bon. Néanmoins, je pense, pour toute une raison que je n'ai pas l'intention aujourd'hui naturellement de préciser, mais que j'avais détaillée justement il y a 5 ans, je pense que l'épistémologie des vertus, justement, ne peut pas être celle qui résoudra les problèmes que nous pose la connaissance pratique, de même qu'elle ne peut pas être celle qui résout les problèmes de l'épistémologie aujourd'hui. D'abord parce qu'il n'est pas sûr que les vertus épistémiques puissent toutes bénéficier du même statut et ne doivent pas être hiérarchisées. Ensuite, parce qu'il est douteux qu'on puisse lier à ce point vertu intellectuelle et vertu morale, comme le font un certain nombre de ses représentants. Troisièmement, parce qu'on peut parfaitement avoir accompli toutes ces obligations épistémiques et avoir des croyances non justifiées. Enfin, parce que peut-être que l'épistémologie des vertus, mais je n'ai pas le temps de le dire de façon précise, bien sûr, comporte une certaine conception antiréaliste, parfois douteuse, et de la vérité et de la connaissance, qu'elle fait aussi des liens plutôt avec l'individu plus qu'avec, au fond, l'intelligence scientifique ou la communauté des agents. Bon. Alors, peut-être est-il important d'insister sur le caractère de l'agent individuel, mais il me semble, et c'est un point sur lequel j'avais insisté notamment à propos
d'un certain nombre de difficultés que me pose l'approche anti-intellectualiste, si vous voulez, c'est qu'elle manque quand même de généralité. Et là, nous parlons de connaissance, nous devons en permanence essayer de viser à quelque chose qui ne se limite pas au cas particulier, mais qui peut nous engager vers quelque chose de général. Bien. Donc je pense que je voudrais donc essayer de proposer au fond la lecture suivante. Je partirai du principe que, en un sens, le cadre que proposent Stanley et Williamson, qui n'est pas un cadre nouveau, c'est un cadre aussi qui est présent déjà chez certains qui avaient notamment réfléchi à cette question parce qu'ils avaient une certaine conception de la connaissance essentiellement comme une enquête, encore plus que comme un ensemble de croyances vraies justifiées auxquelles vous devriez ensuite, n'est-ce pas, attribuer un certain nombre d'autres conditions. On peut parfaitement admettre que ce qui est principiel dans un état de connaissance, c'est le fait que nous nous trouvions dans une situation dans laquelle nous avons en effet un certain nombre de questions qui se trouvent posées auxquelles nous voulons répondre. Au fond, nous nous trouvons dans une situation un petit peu problématique, un peu sur le mode, vous vous souvenez, socratique, de l'entreprise de connaissance. Il y a des questions qui se posent, on essaie de les prendre comme telles. De ce point de vue, je l'ai dit, le modèle Jason Stanley Williamson, qui essaie de généraliser le modèle question-réponse, me paraît a priori quelque chose qui peut être fructueux, vous voyez. Mais je pense qu'une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas du tout, évidemment, ensuite, d'intégrer à notre réflexion générale d'autres critères finalement assez classiques et platoniciens de la définition de la connaissance, c'est-à-dire, je dirais, premièrement, au fond, est-ce C que P? Prenons donc un schéma général, n'est-ce pas, et voyons si ça marche pour un certain nombre des problèmes que nous avons pu épingler concernant le savoir pratique plus particulièrement. Est-ce C que P si A? Est-ce croit que P? Croit, nous l'entendrons non pas comme un état mental interne, voyez, nous nous souvenons de la critique de Peirce, de Wittgenstein et de Ryle, mais nous l'entendons comme une disposition conditionnelle à l'action. Vous y êtes? Bon. B, P est vrai. La vérité, nous l'entendons sur le mode de l'assertabilité. Ajoutons, garantie à la limite idéale de l'enquête, précisément parce que je tiens beaucoup à cette idée selon laquelle la connaissance est toujours quelque chose qui repose sur un certain nombre d'assertions et d'investigations qui sont toujours, en quelque sorte, en route, n'est-ce pas? Bon. C, S est le plus souvent en raison du risque toujours présent de l'erreur, justifié à croire que P. C'est-à-dire essentiellement, est-ce croirait que P, si seulement si P était vrai? Au fond, nous appliquons ce principe de sûreté ou de sécurité dont j'ai dit qu'il était important justement chez certains théoriciens de l'épistémologie des vertus, mais qui correspond aussi au fond au principe de sens commun que nous utilisons dans notre savoir pratique, n'est-ce pas? Nous avons besoin au fond, de croire que les choses sont vraies, que, par exemple, le sol est sous nos pieds, si nous voulons tout simplement nous lever le matin ou lasser nos souliers, n'est-ce pas? Nous avons besoin de ces choses-là. Bien. Deuxièmement, nous pouvons dire aussi, en suivant donc une forme, vous voyez, de principe de sensibilité, plutôt cette fois que de sûreté, que si P n'était pas vrai dans des circonstances pertinentes, S ne croirait pas P. Au fond, si nos croyances, qui sont jusqu'à présent bien établies, rencontraient le choc d'expériences récalcitrantes, comme c'est toujours le cas dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Eh bien, alors nous devrions nous tenir prêts à rejeter toute la cherté de nos croyances. Autrement dit, toujours, même si nos croyances sont des habitudes, vous voyez, toujours être prêt à les contrôler, à les corriger. Vous vous souvenez de ce que dit Ryle, c'est la condition du progrès, à les éduquer, n'est-ce pas? Nos habitudes demandent toujours à être révisées, contrôlées. Bon. Ensuite, nous pouvons très bien dire aussi que nous acceptons le principe selon lequel, si dans d'autres circonstances pertinentes P était toujours vrai, S croirait toujours que P, en admettant donc un certain nombre de conditions contrefactuelles, nausicéennes, à la connaissance. Et c'est quelque chose, au fond,
que nous pouvons tirer justement d'une des leçons peirsiennes et wittgensteiniennes pour parvenir à déterminer la signification d'un concept. Vous voyez ? Comme ce diamant est dur. Que veut dire ? Qu'est-ce que nous disons ? Est-ce que nous faisons appel à une image, à un concept ? Non. Nous pouvons essayer de traduire cet énoncé en un ensemble de conditionnels que nous soumettons au test. Si on pressait le diamant, il ne se briserait pas. Établir donc par là même la réalité de la disposition. Vous voyez ? Quatrième condition, est-ce justifié à croire que P par un processus causal fiable approprié, n'est-ce pas ? La fiabilité du processus faisant elle-même l'objet d'une confiance de notre part en nos facultés cognitives, intellectives et actives, en certains principes aussi de la crédulité, valeur du témoignage, n'est-ce pas, si importante dans la connaissance pratique, n'est-ce pas, mais aussi transparence de certaines normes épistémiques, normes de l'assertion, par exemple, sur lesquelles nous nous appuyons. Et évidemment, il faut que nous associons à cela un certain nombre d'autres principes, notamment l'idée selon laquelle, si véritablement notre connaissance veut pouvoir recevoir le statut de savoir pratique, alors nous devons pouvoir montrer, par exemple, que certains des doutes que nous émettons sur nos croyances n'ont absolument aucune espèce de pertinence pratique, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps aujourd'hui évidemment de revenir, mais dont justement des auteurs comme Peirce et Wittgenstein ont montré à quel point elles comptaient, n'est-ce pas, si nous voulions tout simplement parvenir à élaborer quelque chose comme les conditions de possibilité de la connaissance. Établir les conditions de possibilité de la connaissance, c'est indissociablement lié à l'établissement des conditions de possibilité du doute réel. On ne peut pas douter comme on veut, n'est-ce pas ? Bon, avoir un savoir pratique, c'est, comme pour le savoir théorique, être capable, donc, si vous voulez, de répondre, n'est-ce pas, eh bien, aux défis sceptiques. De dire, mais si je sais faire ceci, ou je sais cela, j'ai une connaissance en bonne et due forme, n'est-ce pas ? Et le sceptique ne doit pas pouvoir, à tout bout de champ, pour telle ou telle raison, me dire, tu ne sais rien. Ou, plus exactement, tu sais encore moins parce que le savoir pratique qui est le tien n'est même pas un savoir théorique. Autrement dit, il faut aussi que celui qui veut trouver éventuellement des critères pertinents de détermination de ce en quoi consiste la spécificité de la connaissance pratique relativement à la connaissance théorique, si tant est une fois encore que cette distinction a un sens, ce qui n'est pas à ce stade, je le répète, parfaitement clair, à mon avis. On doit en tout cas pouvoir à ce moment-là aussi trouver de quelle manière, autre que justement l'argument, si vous voulez, habituel, ah ben ça n'a aucune pertinence pratique de douter de tout, donc on s'en fiche. Non, n'est-ce pas ? Montrer pourquoi il y a des raisons proprement logiques qui rendent impossible justement que certains doutes atteignent notre connaissance pratique. Si du moins nous pouvons précisément donner un sens aux liens, me semble-t-il, et c'est par là que je terminerai, vous voyez, qui me paraissent absolument fondamentaux, que doit parvenir à établir toute conception digne de ce nom de la connaissance pratique, c'est-à-dire montrer les liens, autrement que de façon artificielle, n'est-ce pas, les liens par lesquels la pensée est intimement connectée en permanence aux actes et à l'action, et qu'il n'y a donc pas lieu d'établir, n'est-ce pas, une totale dissociation entre le savoir et l'agir, n'est-ce pas ? Et deuxièmement, évidemment, pourquoi justement, c'est la seule raison d'être, je crois, de ce pourquoi la connaissance pratique mérite que nous nous y attardions et que nous essayions de comprendre sa pertinence, parce que, tout simplement, le savoir pratique est ce qui, pour un certain nombre de raisons que j'espère avoir, pour certaines d'entre elles au moins, un petit peu précisées désormais, établit les liens que nous avons tout simplement, esprit et corps confondus avec le monde. Voilà, je vous remercie.